Monsieur Blanc-Carlassac. Bonjour Diane. Bonjour Monsieur Bonjour Blanc-Carlassac. Blandine, merci d'être venue. Il n'y a pas eu de panne d'oreiller cette fois-ci. Non, pas d'oreiller. Alors par contre, on a changé de décor. Alors, on a changé de décor, je vais dire un mot à ce sujet-là. Nous sommes obligés de changer de décor, car notre vieil ami qui nous prêtait son salon avec le très beau fronçon blanc qu'il y avait derrière moi à l'époque, est malade. Elle est actuellement à l'hôpital et donc on ne sait pas du tout si elle pourra un jour revenir dans son appartement, donc on a trouvé une solution de rechange en attendant. Donc je profite de cette occasion pour la remercier de son dévouement. Elle a été une des toutes premières abonnées à la politique, une de nos fidèles de fidèles. Mais bon, l'âge arrivant, la maladie arrivant, les choses sont obligées de changer malheureusement. Voilà, donc un très grand merci à cette personne et j'espère qu'elle pourra se rétablir le plus vite possible, même si on ne retournera probablement pas dans son appartement. Voilà. Alors commençons nos questions d'actualité. Vous avez reçu des menaces de la LDJ suite à votre dernière conférence sur la judaïsation de la France. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors, ce sont différents correspondants qui me tiennent informé c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on fonctionne, parce que toute la masse d'informations que nous diffusons par la politique ou au travers des conférences, si je n'avais pas cette masse de correspondants qui nous alimentent en informations, etc. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai vu apparaître successivement de la part de différents correspondants cette information comme quoi la Ligue de défense juive m'avait pris bien en tête, me reprochant mon antisémitisme. Alors j'avoue que ça m'a tout de même un petit peu surpris parce que je ne me définis pas du tout comme antisémite. Simplement j'attire l'attention sur certains grands juifs, ce qu'on appelle le Sanhédrin, qui ont un appétit de domination mondiale, et bon, nous, en tant que nationalistes français, on est bien obligés de réagir. Donc ça n'a rien du tout de tourner contre tous les juifs, loin de là. C'est simplement contre ceux qui veulent s'arroger le pouvoir dans le monde, et ça, pas question. Bon, ça c'est une chose. Et alors en plus de ça, j'avoue qu'ils ne sont pas très attentifs, parce que tout de même, je leur avais fait une fleur, à plusieurs reprises d'ailleurs, citant leur information concernant les origines juives marranes d'un certain Éric de Lesquen. Donc, quand je vois quelque chose qui est utilisable, qui semble honnête comme information, je le cite. Alors bon, s'ils veulent, alors, ce qu'il y avait de déplaisant, c'est que bon, c'était de la menace, ça ne marche pas avec moi. Laissant entendre qu'ils connaissaient l'adresse de nos réunions et laissant entendre qu'ils connaissaient l'adresse de mon domicile. Ce qui évidemment est très agréable. Et d'une haute intellectualité, parce que s'ils ont quelque chose à me reprocher, on peut discuter argument contre argument. Mais là justement, avec un certain nombre de personnes, ils ne sont pas d'accord, c'est la menace, on ne discute pas. Donc ça, on revient à la dictature de la pensée. Voilà. Alors vous n'êtes pas le seul peut-être, puisque Eliatem, intimidé par l'UEJF, a dû récemment quitter la salle de cours où il enseignait. Alors c'est non seulement salle de cours, mais des informations que j'ai, il demande aussi sa destitution comme professeur à l'université de Bobigny, où il exerce. Tout ça parce qu'il est chrétien. Parce qu'il a fait une déclaration lors d'une de ses conférences, je ne sais plus laquelle, comme quoi il voulait qu'une France chrétienne et catholique. Point. Donc voilà. Non, mais est-ce qu'on se rend compte à quel point on arrive de cette dictature de la pensée que dénonçait la regrettée, je dis bien la regrettée Annie Krigel, pourtant juive elle-même. C'était dans le Figaro je crois que c'était en 93, je crois, qu'elle avait sorti ça. Elle dénonçait la police juive de la pensée. On est en plein dedans, et depuis lors, c'est en 93, ça c'est les choses ne sont pas améliorées. Donc voilà, on en est là.
On en est là, et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ah bon? Alors justement, en parlant de démocratie, les foulards rouges ont défilé pour défendre la démocratie et les institutions, disent-ils. Donc que pouvez-vous nous en dire? Alors, ce que je peux en dire, c'est que c'est un magnifique bluff, parce que j'ai vu plusieurs vidéos concernant cette manifestation. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Premièrement, l'aspect hétéroclite des personnes qui étaient là. Alors, il y a des gens qui visiblement étaient de l'orbite de la République en marche. Notamment, il y avait une espèce d'étendard sur lequel il y avait écrit Benalla Castaner, on t'aime avec des petits cœurs. Mais ça, c'est de l'ironie. Je ne pense pas. Si, ils sont venus, c'était des plaisantins, justement. Vous pensez que c'était des plaisantins? Ah, parce qu'à côté de ça, il y avait des déclarations qui étaient vraiment tout à fait compatibles avec cette idée-là. Bon, les deux sont possibles. Il y avait tout un... Les deux sont possibles. Bon, admettons. Une panoplie de personnes, notamment peu cohérents. Par exemple, un qui disait « je suis anti-mondialiste, donc je vote Macron ». Non, mais il y a des gens qui n'ont strictement rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris, alors qu'il... encore une des dernières déclarations que j'ai citées, recitées dernièrement, Macron, quand il était au Congrès des États-Unis, je ne sais plus, ça doit remonter à plusieurs mois maintenant, devant Trump, disant « avec Trump, nous allons construire l'ordre mondial du 21e siècle ». Donc vraiment, c'est le vecteur du mondialisme. Non, mais c'est à ça qu'on voit comment cette démocratie qui désinforme le citoyen lui fait prendre des vessies pour des lanternes. Et en fait, ces foulards rouges, c'était les habitants des beaux quartiers de Paris qui en avaient marre de pouvoir dépenser leur argent. Tout à fait. Alors, j'ai notamment retenu la déclaration d'une bonne femme quelque peu excitée, haineuse, vraiment haineuse. Alors, bon chic, bon genre, chapeauté, un beau petit chapeau bien placé sur le crâne, et d'une haine, mais invraisemblable, contre les gilets jaunes, en disant s'ils ont perdu une main, s'ils ont perdu un œil, ils n'avaient qu'à ne pas être bas. Voilà. J'ai entendu un monsieur dire « oh mais de toute manière ils sont riches, ils ont 2 voitures ». Voilà, exactement, j'allais y venir aussi. Alors pourquoi 2 voitures? Parce que le couple a besoin de travailler, donc ils ont besoin de voitures. Alors en plus de ça, chantant les louanges de la démocratie française, que le système social est remarquable, etc., qu'il y a le chômage, etc. Donc vraiment, c'était l'aspect des nantis face aux pauvres. Alors que pensez-vous des représentants des Gilets jaunes comme Ingrid Leva-Vasseur, François Boulot ou encore Marc Doyer, qui était un soutien de Macron d'ailleurs, et des conséquences d'une liste Gilets jaunes pour les européennes? Bon, d'abord, comme vous faites remarquer, soutien des Gilets jaunes. Soutien de Macron, pardon, soutien de Macron, donc ça veut déjà tout dire. Ça veut déjà tout dire. C'est-à-dire que Macron et ses conseillers, ceux qui sont derrière, sont d'habiles tacticiens. S'ils veulent ne pas attraper une culotte, une déculottée plutôt, lors des européennes, il faut qu'ils arrivent à enlever des voix à la fois au Front National et à la fois aux Républicains, et à Mélenchon. Donc, avec une liste Gilets jaunes, il va y avoir encore de braves gens qui vont se faire posséder, ils vont voter pour cette liste Gilets jaunes, sans se rendre compte que c'est une antenne du pouvoir. D'accord. Voilà. Mais comment est-ce qu'ils ont pu récupérer justement, comment est-ce qu'ils ont pu positionner un Marc Doyer sans que la population... Comment est-ce qu'ils ont pu quoi? Positionner. Oui. Au sein des Gilets jaunes, un Marc Doyer qui est un soutien de Macron, comment est-ce qu'il a pu s'imposer? C'est-à-dire que les gens mettent un gilet jaune, ils disent « je suis gilet jaune ». Et après on lui a mis les médias... Mais évidemment, et alors les médias mettent le projecteur sur ce genre d'individu, et les gens n'y voient que du feu. C'est une sorte d'opposition contrôlée. Mais bien entendu, l'opposition de Sa Majesté, mais c'est vieux comme le monde. Et on a d'ailleurs vu un gilet jaune, un soi-disant gilet jaune, appelé à balancer des pierres, et il était filmé. Et lorsqu'il s'est fait attraper par les CRS, il a dit non, je suis avec vous, je suis des vôtres. Et là, il s'est fait relâcher. Oui, bien entendu, mais c'est de la provocation. Mais rappelez-vous notre communiqué, je crois que c'était du 11 décembre, dans lequel on disait « Attention, provocation ». Alors, je ne sais pas si vous avez vu la dernière nouvelle que j'ai vue hier soir en rentrant à mon hôtel.
l'incendie du domicile de Richard Ferrand. Je Vous n'avez pas vu? Non. Bon. Le plus beau, c'est que ce matin, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner à l'hôtel, ils nous ont projeté quelques photos. Incendie? Ah bon? Ah bon? Il y a un papier qui a brûlé, quoi. Alors là J'ai appelé le encore, papier compromettant. là encore, est-ce que réellement c'est une action révolutionnaire des Gilets jaunes? Ou bien est-ce que c'est de la provocation du pouvoir pour dire, vous voyez, on est obligé de durcir, de tirer, etc., etc. Donc, il faut être très, très, très prudent là-dessus. Bon, C'est alors, comme ces cimetières juifs vandalisés par des juifs eux-mêmes. ben exactement, l'histoire de Carpentras avec Le Pen, etc., c'est de la provocation. Et les multiples soi-disant attentats contre des écoles juives ou contre des juifs isolés, etc. Et la police qui fait de temps en temps tout de même son travail, qui découvre que ce sont les juifs eux-mêmes qui ont construit le truc. Donc c'est pour ça, bon, je réponds avec des forces juives, si vous voulez continuer à faire monter l'antisémitisme en France, continuez à vous comporter comme ça. Là vous allez gagner. C'est d'ailleurs tout ce qui se passe dans l'histoire, c'est... Mais c'est cyclique dans l'histoire, ils ne comprennent pas, c'est leur hystérie systématique à travers l'histoire qui leur attire régulièrement. C'est ce que Bernard Lazare, que je cite très régulièrement, historien juif, a écrit dans son livre sur l'histoire de l'antisémitisme. Ouais, c'est le problème, il y a probablement deux. Si de tout temps, à toutes les époques, sur des religions différentes, des régimes différents, le peuple juif a eu des problèmes, c'est que la cause première de l'antisémitisme réside dans le peuple juif lui-même. Ouais. Hein? Et pourquoi la Ligue des défenses juive ne voudrait pas discuter avec moi sur ce plan-là? Moi je suis ouvert. Je ne suis pas. Alors, les Gilets jaunes invoquent l'article 35 de la Déclaration des droits de 1793 qui affirme « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des droits. » C'est exact, c'est dans la Constitution. Mais il y a mieux encore. Il y a mieux encore aussi un texte que j'ai eu l'occasion de citer, c'est celui de saint Thomas d'Aquin, disant que face à la tyrannie, on a le droit de liquider le tyran. La part de saint Thomas d'Aquin, donc un saint, quand même, ça veut dire que le problème a été étudié de tout temps, même par l'Église. Que pensez-vous des gilets jaunes ayant brûlé des billets israéliens imprimés en France? Alors, je suis un petit peu perplexe parce que j'ai regardé les images, alors on voit des liasses de papier. Mais je n'ai pas vu l'illustration du billet lui-même. Vous l'avez vu? Oui, il zoome dessus, on voit que c'est écrit en hébreu. J'avoue que j'ai pas zoomé. Bon, alors là, je pense... C'est du vrai? Ce sont des vrais gilets jaunes ou c'est encore ça a l'air, oui, parce que c'est pas la première fois que je pense... Bon, de toute façon, tel que ça va, et devant l'insolence, le mépris du peuple que manifeste Macron, il est en train d'accumuler la haine. Tout simplement, il est en train d'accumuler la haine. Donc il ne faut pas être surpris, mais il faut bien étudier le pour et le contre, parce que ça peut être une réaction de gilets jaunes qui n'en peut plus, mais ça peut être aussi une provocation du pouvoir. Ouais. Ça, entre les deux. Alors, ceci dit, là aussi, ça peut être tout à fait une provocation. On a brûlé des billets de l'État d'Israël. L'antisémitisme, la hydre, etc., etc., etc. Donc, on serre encore un petit peu plus. Donc, gilets jaunes, pouvoir, lequel d'entre eux? Est-ce que vous pensez qu'à l'origine, le mouvement des gilets jaunes est lui-même... Non, a été je ne pense pas. Instigé par d'autres? Non, je ne pense pas. Non, il y a tout de même une logique, c'est qu'on connaît tous l'état de désespérance d'une bonne partie de la population française sur le plan économique. Ça mûrissait depuis longtemps. C'est comme quand on jette une allumette sur une mare de pétrole ou d'essence, ça fait comme ça. Mais qu'à l'intérieur de ce mouvement et de la récupération, ce dont on a parlé tout à l'heure, ça me semble évident. Ils essayent de le détruire. Premièrement, Macron essaye de jouer la montre. Et deuxièmement, ils essayent d'en détourner le but et le sens. Alors,
précise. Que pensez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron au Figaro le 31 janvier dernier, qui dit « Si être gilet jaune, c'est vouloir que le travail paye mieux, moi aussi je suis gilet jaune ». C'est une véritable insulte à ceux qui souffrent. Il se moque du monde. Oui. Parce que lui, ex-associé à la banque Rothschild, il a passé l'argent, non? On ne sait pas, il ne le déclare pas. En plus de ça, justement, il y a une opacité sur sa fortune qui est assez curieuse. Curieuse et tout de même révélatrice. Et que dire de la tentative de Macron d'invoquer une ingérence étrangère dans le mouvement des Gilets jaunes? Alors ça visait évidemment la presse russe et notamment Sputnik. Oui. Et ça m'a fait immédiatement penser à une des déclarations de Saint-Just, le révolutionnaire Saint-Just, au moment de la Révolution, qui en appelait au peuple contre le complot de la monarchie avec les puissances européennes pour détruire la Révolution. Donc c'est typique, c'est l'accusation... L'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire, exactement. C'est exactement ça. Ah, parce que Macron trouve qu'il n'y a pas d'ingérence américaine et israélienne dans la politique française. Mais ça, on n'en parle pas. Il n'y a qu'à voir les Hanouna et compagnie, le Christ ceci, qui dit ceci, donc vous obéissez, la LICRA qui dit ceci, donc vous obéissez. C'est pas une ingérence. Et que nous-mêmes, on se permet de donner notre opinion au Venezuela, enfin que Macron puisse faire de l'ingérence à l'étranger aussi. Question suivante. Que dire du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle? Bon, je crois qu'on en a déjà parlé. Eh bien, c'est une véritable trahison. Parce qu'au travers de ce traité-là, une fois de plus, un pas de plus dans la dépossession de notre souveraineté. Et alors, il y a eu un bruit curieux qui a couru à l'époque, comme quoi Macron allait donner l'Alsace à l'Allemagne. Bon. Alors, c'est vrai et c'est faux. Pas comme ça que ça s'est passé. Mais la chose était exacte. Et je crois que j'en ai parlé dans le dernier ou l'avant-dernier entretien. Est-ce que vous vous rappelez de l'information qui est passée vraiment en catimini, mais que nous avons soulignée, comme quoi, à l'occasion de la réunification des deux départements du Rhin, donc l'Alsace, ces départements allaient être un seul département européen, donc plus français. Européen. Et rappelez-vous ce que j'avais commenté en disant et dire qu'il y a eu des millions de jeunes Français catholiques qui sont morts pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Et on en arrive avec un Macron qui bazarde ça et qui salit ce sang. Voilà ce que c'est que Macron et tous ceux qui sont derrière lui et qui l'ont précédé aussi, genre Sarkozy, Hollande et compagnie. Concrètement, le fait que ce soit un département entre guillemets européen et pas entre guillemets français, dans son esprit à lui, ça veut dire qu'il est administré par qui? Ah ben de toute façon, pour lui, il vise à la construction européenne. Et il vise, à travers cette construction européenne, en étant le moteur, croit-il principal, Merkel est pas mal non plus dans son genre, il veut être le premier président de cette Europe. Qui ne sera même pas une Europe fédérale, ce sera une espèce d'unité uniforme. Ils veulent arriver à l'uniformité. Disparition des différences, disparition même des langues, certainement. On ira vers ça un jour, ça deviendra l'anglais qui deviendra la langue officielle. C'est le meilleur des mondes. C'est le meilleur des mondes. C'est le meilleur des mondes, c'est 1982 de Orwell et compagnie. Alors, tout ça a été annoncé déjà et on est en train d'en vivre les essais de concrétisation, donc à nous de réagir. 30 écrivains de différents pays, dont BHL et David Grossman, appellent à un sursaut pour l'Europe et à une mobilisation à la veille des élections européennes pour éviter une vague populiste. L'intelligentsia mondialiste prendrait-elle peur? Certainement, mais vous avez oublié, il y a aussi notre cher ami Bernard-Henri Lévy, entre autres.
Oui, j'ai dit Non, on l'a BHL. dit. J'ai dit Ah, BHL, pardon. Oui, pardon, c'est Pardon, pardon. Botul aussi, Pardon. c'est son surnom, je crois. Non, mais ça c'est évident, ils prennent peur parce que pour eux, quel est leur but? C'est le mondialisme, parce qu'à travers le mondialisme, ils veulent imposer leur dictature mondiale. Ce que, à l'époque de la Révolution dite française, on appelait la République universelle. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire ils veulent imposer la dictature du sang et de rein sur le monde. À la suite, alors donc Zemmour accuse la liste Gilets jaunes d'être une combine entre Tapi et Macron. Que vous inspire cette prise de position alors que vous avez dénoncé dans votre conférence du 8 décembre dernier son l'entrisme donc de Zemmour dans nos milieux? Bon, eh bien c'est toute la tactique de Zemmour, c'est de mélanger des choses qui sont justes avec sa volonté de conquête de nos milieux et de l'opinion publique française dans le sens du sionisme. Alors, sa réflexion est juste. C'est évident que sa déclaration, il y a une manœuvre de ce côté-là. Mais donc, lui, c'est un petit malin. Quand il veut se faire des amis dans nos milieux, qu'est-ce qu'il fait? Une bonne petite déclaration au sujet du maréchal Pétain. Donc c'est toujours la même chose, le double visage. Rappelez-vous la couverture de mon livre La maçonnerie, le personnage a deux faces. Tout est là, c'est systématique. Donc je pense que cette question est intéressante justement parce que ça me permet une fois de plus démontrer comment ces gens peuvent avoir des déclarations qui ne sont pas choquantes, qui sont tout à fait vraies, exactes et bien vues, mais c'est pour faire passer le reste du message. Au vu des quelques 15 millions officiels récoltés pour la campagne présidentielle de Macron, le député Les Républicains Olivier Marleix s'interroge sur un renvoi d'ascenseur possible entre les entreprises General Electric, Nokia et autres grands groupes envers celui qui leur a bradé nos fleurons nationaux. Est-ce un nouveau scandale d'État? Ça me semble évident. Et là, chapeau à ce député des Républicains. Je constate qu'il y a un certain nombre de... Enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, j'en sais rien, donc je vais pas me lancer là-dessus. Mais ce qu'il dit là est apparemment très bien documenté d'après ce que j'ai vu. Ça veut dire qu'en fait, il y a un retour d'ascenseur pour Macron, de ceux, ce que vous avez dit dans la question, de ceux auxquels il a bradé nos fleurons. Alors, ils ont favorisé le personnage, puisque le bradage qui a eu lieu, une partie du bradage a déjà été faite du temps où il était ministre des Finances de Hollande. Donc c'est vraiment le retour d'ascenseur. Non, cet homme est un traître. Il n'y a pas d'autre terme. C'est un traître. Que fait-on avec les traîtres? Je laisse la réponse aux Français. L'affaire Benalla réapparaît. Donc, que pensez-vous des SMS de Benalla avec Vincent Kras? Ah ben c'est très mignon ça. Et donc le CRA en question c'est un gendarme. Et Mediapart, c'est vraiment très curieux Mediapart, c'est une boîte de gauche, oui. Même d'ultra-gauche comme on sait, mais qui sort de temps en temps des trucs qui font mal. Alors ça a été utilisé contre Fillon, l'histoire est terminée, sont les gens en fait qui ne vivent que qu'en révélant un certain nombre de choses sujettes à scandale. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'après les enregistrements que Mediapart a révélés, les deux lascars, donc Benalla et Kras, s'entretiennent en disant voilà, on va disparaître telle et telle pièce, de toute façon, à ce que la justice ne puisse pas y accéder. Point. Voilà. Alors Benalla aurait été embauché par un oligarque russe proche de Poutine. Que vous inspire cette information? Ah, qui sont mignons. Il doute de rien. Ah, non seulement ils doutent de rien, mais ils oublient une chose. Alors j'ai quelque chose à ce sujet-là, je ne me rappelle pas du nom du personnage exactement. Je vais vous le trouver. Ça permet en parlant d'un oligarque juif qui plus est proche de Poutine, d'oublier que en fait Benalla, et ça c'est beaucoup plus sûr, Et lui-même juif.
est devenu l'homme, ou l'homme, d'un financier israélien quelque peu sulfureux, déjà condamné à multiples reprises dans différents pays pour malversation. Et Qu'entendez-vous par « est devenu l'homme » Qu'entendez-vous par « est devenu l'homme » Benalla est devenu l'homme de cette personne? Oui, c'est-à-dire l'homme a tout fait. l'homme a tout fait, oui, le collaborateur. Le barbeau, oui. Or, ce financier qui s'appelle Philippe, est-ce que j'ai mis ça, donc, est un Israélien, agent du Mossad. Vous voulez que je continue le dessin? Oui, c'est bon. Donc tout est là. Donc on vous dit, oh là là, Benalla, homme d'affaires russe, Poutine, j'ai peur. Mais ça sert à cacher l'autre qui est beaucoup plus documenté, que l'on sait. Donc c'est toujours ça. C'est le système du contre-feu. Et qui est-ce qui aurait, disons, balancé cette pseudo-information comme quoi Benalla aurait été embauché par un oligarque russe? Ça vient d'où cette information? Je viens d'en parler. Oui, mais qui Qui ça a- vient d'où? Ouais, C'est ça la vient d'où? Mediapart, on ne sait pas d'où Ouais, vient la c'est- source. ça me paraît bizarre. On ne sait pas du tout. Ouais, On ne sait Ça pas vient du de- tout. Je n'ai rien vu la presse de d'État. particulièrement documenté à ce Ouais. sujet-là. donc c'est peut-être pas. Bon, peut-être que je ne vois pas tout, que je ne suis pas informé de tout, malgré c'est pas- notre réseau, mais C'est peut-être pas une vraie non, information. ça ne me dit rien du tout. Moi, je dis, pour moi, c'est un espèce de contre-feu contre ce que l'on sait déjà, et depuis déjà plusieurs semaines. C'est le rapprochement de Benalla avec cet homme d'affaires russe, Philippe, israélien, pardon. Comment il s'appelle déjà ce gars-là? Solomon, en tout cas, il y a un double nom, Solomon, donc Philippe Solomon. Merci pour les Philippe. Bon, et là c'est sûr et documenté. D'accord. Ce qui explique tous les déplacements de Benalla, y compris en Israël. Et y compris au Tchad, où Oui. derrière l'affaire du Tchad, il y a aussi une histoire de mine d'or. Oui, il y a une mine d'or, il y a des milliers de l'or. Je suis au courant. Alors, Macron déclare au sujet de la démocratie suisse, 2 points. La Suisse et ses votations populaires n'est pas du tout un exemple. Ça ne marche pas si bien que ça et ils finissent avec des réponses de droite. Ah, j'ai trouvé ça C'est magnifique. magnifique. Ah, c'est magnifique. Ça, vraiment, c'est C'est magnifique. super. Et bravo, en tout cas, parce que Quand on laisse parler le peuple, On- naturellement, il a du bon sens de on droite. réagit au même truc, vraiment. Ah, c'est ça. C'est magnifique. Alors, dire que ça ne marche pas si bien que ça, on pourrait lui répondre au coquelet élyséen, on serait heureux que ça marche aussi bien qu'en Suisse, dans votre république. Alors, deuxièmement, mais c'est toujours la même chose, il a peur du référendum populaire. Parce que Ça, c'est son ça, c'est sûr. Ça, il sait Et qu'il va d'ailleurs, faire- ça va être le sujet de ma conférence de cet après-midi. Tous ces bons démocrates ont une trouille bleue de la vie du peuple. Même avec un peuple constamment travaillé par les médias pour lui faire prendre les musiques pour les manipuler, etc. Mais malgré toute cette manipulation, Ouais. ils ont encore peur que le peuple comprenne. Bon, je reviendrai encore cet après-midi lors de la conférence, mais rappelez-vous l'histoire de la Constitution européenne. Ah, ouais, on a voté contre. Comment Sarkozy a récupéré a réagi contre le non que le peuple français avait opposé à la Constitution européenne pour faire passer ça sous le traité de Lisbonne. C'est ça la démocratie. C'est la tromperie permanente. Enfin, la démocratie inorganique, comme je dis. Inorganique. Issue de 1789. Vous aviez mis en garde depuis longtemps envers les nouveaux propriétaires de Disney. Or, on apprend que Disney va organiser un défilé LGBT et créer le premier personnage ouvertement homosexuel. Exact, j'ai vu ça aussi. Et alors là, il est bon de faire un petit rappel aussi, c'est que, bon, il y a déjà plusieurs années, il y a peut-être bien une vingtaine d'années, ça date du décès de Walt Disney. L'entreprise a été rachetée par des capitaux juifs. L'un d'entre eux, si mes souvenirs sont exacts, s'appelle Eisner.
Et je voudrais rappeler, entre autres, un certain nombre de films blasphématoires contre le christianisme, dont l'un s'appelait The Priest, donc le prêtre, et il y en a eu 3 ou 4 comme ça, toujours vraiment le crachat sur le christianisme. Toujours. Et même Là, après ils s'étonnent, hein, les juifs, ensuite, ils s'étonnent que les chrétiens, les nationalistes réagissent. Bon, écoutez, commencez par pas nous agresser, peut-être qu'on pourra vivre un petit peu plus tranquille. Alors, les djihadistes rapatriés en France, parmi eux, 75% seraient des enfants, selon la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Pensez-vous que ce soit exact? Ben, c'est déjà ce qu'on nous dit au sujet des migrants. On nous fait pleurer justement pour les femmes et les enfants qui arrivent. Ben, quand on voit la tête des enfants, ils sont vraiment très précoces dans ces pays-là. Très précoces. Alors bon, Nicole Belloubet, il faut savoir aussi qu'elle est partante pour toutes les réunions franc-maçonniques et avec le CRIF. Donc c'est une planche pourrie, une de plus. Donc voilà, c'est de la désinformation pour faire accepter la chose. Donc on va faire venir des terroristes potentiels, ça pourra toujours servir à l'État, puisque vous savez ce que je pense de tous ces crimes qui se sont succédés en France. Et pas simplement en France. Oui, il y avait ce que j'appelle les crimes d'État. Voilà, c'est ça. Là, ils vont pouvoir servir, parce que tout le monde se demande mais pourquoi les rapatrier, ça va encore coûter cher. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est l'occasion de... Oui, ils ont eux-mêmes voulu vous êtes partis. Eh ben, vous restez partis. Voilà, restez là-bas. Non, mais ils ont besoin de ce genre d'éléments. Il y avait justement une petite pointe d'humour acide qui circulait sur Facebook disant pourvu qu'ils ne réclament pas la carte d'ancien combattant. Ah, très joli. Bravo. Très joli. Ça, j'avais pas vu. Très joli. Voilà, humour acide, enfin voilà. Ouais. Que vous inspire le dîner régional du CRIF avec le cardinal Barbarin, le ministre Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez, le 31 janvier, sous la direction de la présidente Nicole Bornstein. La démonstration, une fois de plus, que tout notre personnel politique et religieux se vautre dans le politiquement correct. Ils pensent, et les gens-là pensent que pour arriver, pour être accepté, il faut capituler et s'incliner devant la puissance que je ne désignerai pas, mais que vous aurez compris. Et bon, voilà. C'est un passage obligé, je pense, ce dîner du CRIF. Ah, c'est un passage obligé. Parce que, mais c'est évident. Rappelez-vous, François Fillon avait dû s'y rendre. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est bon cœur ou pas, mais... Tout à fait. Tous les politiciens. Bon, je me rappelle d'ailleurs que oui, vous faites bien de dire de bon cœur ou pas, parce que j'avais eu l'impression que c'était pas de bon cœur. Il y a eu quelques commentaires à ce sujet-là. Bon. Mais signalez pas, qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Comment? Qu'est-ce que ça aurait changé par exemple pour Fillon de ne pas y aller de toute façon? Ah mais de toute façon ça changerait. S'ils n'y vont pas, c'est une déclaration de guerre. Ah donc c'est ça. Donc c'est un passage obligé. Un passage obligé. Non, alors ça dépend aussi de ce que l'on dit. Bon, si j'étais invité par hasard, à votre avis, qu'est-ce que je dirais? C'est la vérité. Vous seriez invité à leurs risques et périls, mais bon. Merci. Vous n'inviterez pas déjà. Merci. Ben, je leur dirai, écoutez, ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la Ligue de défense juive. Bon, vous êtes bien gentils, mais vous c'est vous, nous c'est nous. Point. Entre autres choses à dire. Ouais, je sais pas ce qu'il a dit en fait. Voilà. Alors, tout en parlant de Wauquiez, tiens, justement, on change un petit peu. Donc, Wauquiez s'est réjoui de la condamnation de Soral. Que dire de ces récents propos tenus par le président des Républicains? Eh bien, c'est franchement pas à son honneur, parce que il avait qu'à la boucler. Qu'est-ce que ça? C'est toujours la même chose. Il donne des gages, il donne des gages, il donne des gages, il donne encore des gages. Et alors? Non, peut-être qu'il pense vraiment ce qu'il dit. J'en sais rien. J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Bon, de toute façon, c'est scandaleux. En plus de ça, il y a autre chose aussi, ce qui va dans le même sens, c'est que, bien qu'ayant fait inviter Zemmour aux Républicains, pour une conférence, entretien, etc.,
il a reproché à Zemmour les déclarations de Zemmour favorables au maréchal Pétain. Où il n'y a rien à retirer de Wauquiez, quoi, finalement. Donc vraiment, vraiment. Alors, vous savez très bien qu'à un certain moment, on pensait pouvoir, un petit peu comme avec Fillon, se dire, bon, on pourrait avoir peut-être sur notre gauche quelque chose de relativement compatible. Aujourd'hui, ça commence à devenir difficile. Donc il y a eu ça au sujet de Pétain. Et aussi un autre truc, toujours dans le même sens, pour donner des gages constamment. Donc voilà, ces gens sont des invertébrés, des arrivistes. Ils veulent arriver par tous les moyens. Ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de principe. La sortie de l'euro n'est plus une priorité pour le Rassemblement national. Comment interprétez-vous l'évolution de la ligne politique de ce parti ? Disons que c'est du même ordre. De même que la soumission au sionisme de Marine Le Pen et de ses principaux cadres, dont son compagnon Louis Alliot, aux origines israélites d'Alger, notamment par sa mère, du franc-maçon Gilbert Collard aussi. Rappelez-vous les textes que je vais citer de lui, quand il disait que la France ne serait pas la France s'il n'y avait pas les Juifs. Et alors rappelez-vous ce que j'ai cité de ce qu'ont fait les rois de France. Donc, vraiment, mais c'est incroyable. Il faut vraiment tout l'analphabétisme des militants du Front National et des électeurs du Front National pour ne pas être scandalisés par ce genre d'évolution. Ils vont finir par en perdre des électeurs. Hein. Oui, mais ceux qui en ont marre de Macron, ils vont se dire « Ah ouais, c'est peut-être pas plus mal, mais le problème... » Pourquoi croyez-vous que Marine Le Pen, ses principaux lieutenants que je viens de citer, sont régulièrement invités, cités par les médias? C'est que c'est l'opposition de Sa Majesté. Parce que là, elle va finir par tomber dans le politiquement correct, pur et simple. Elle est dans le politiquement correct, carrément. Et justement, il n'y a plus de pouvoir. Et d'ailleurs, rappelez-vous, ça a commencé au moment des présidentielles. Oui, ça avait déjà commencé. Quand il y a eu l'opposition entre elle et Philippot, et au moment des présidentielles, d'ailleurs, rappelez-vous comme elle s'est effondrée lamentablement face à Macron. Alors, parce qu'elle n'a pas la carrure, ou bien parce que c'était exprès. Je sais pas. Et je voudrais rappeler une chose que je rappelle de temps en temps quand le sujet vient là-dessus. C'était une des tactiques lors de la Révolution, une façon de travailler le peuple. Vous aviez deux compères, un qui était censé représenter la monarchie, le roi, l'église, etc., et l'autre qui représentait les idées nouvelles. Et ils allaient de bistrot en bistrot, de lieu public en lieu public, et commençaient à discuter, comme s'ils ne se connaissaient pas. Alors le soi-disant représentant de la monarchie, de l'église et compagnie chantait ses arguments, tous plus bêtes les uns que les autres, et l'autre les enfonçait au nom de valeurs universelles, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est une technique, mais archi connue. Le faux adversaire que le pouvoir fabrique. Alors, que pensez-vous de la déclaration d'Hervé Ryssen le 4 janvier 2019 disant « J'ajoute que je suis favorable à un rassemblement patriote qui soit le plus large possible en incluant la mouvance identitaire, judéo-compatible, dirons-nous. » Eh bien, il s'enfonce. Il persiste et il signe. Rappelez-vous comment je l'ai accroché au sujet des louanges qu'il avait faites à Zemmour, qui vise à une vision juive de la France. Et c'est dans son livre Un destin français. Donc Ryssen apparemment persiste et signe. Je pense que c'est totalement alimentaire. Mais alors là, je me dis, bon, c'est très certainement alimentaire parce que c'est même curieux, lui qui s'est fait connaître par des ouvrages quelque peu antisémites. Il fait pas de blanche, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il va? Il va mettre au pilon tous ses livres antérieurs? Il va en écrire d'autres dans un autre sens? Il y a un petit problème là. Je signalerai aussi, c'est que je sais, parce que j'ai eu un contact avec Jérôme Bourbon, que Ryssen n'a toujours pas répondu à
la lettre très sévère que Bourbon lui avait adressée suite à sa première déclaration favorable à Zemmour. Donc voilà, ce sont des individus qui, un beau jour, retournent leur veste. C'est pour ça que Zemmour, s'il continue comme ça, continuera à braquer le projecteur sur lui. Rissen. Si Rissen continue comme ça. Si Rissen. Que pensez-vous de l'invitation qui a eu lieu le samedi 9 février d'Adrien Abosi à la librairie française de Thibaut de Chassé? Mais là encore, c'est une question alimentaire de copinage parisien. Alors, bon, Abosi, rappelez-vous, je crois que c'est dans le dernier entretien, on en avait parlé à propos de l'émission qu'il avait faite sur la Radio Athéna, la radio de l'Esquin. La radio de Henri de l'Esquin. Avec les énormités qui avaient été proférées là-dedans, donc là aussi, à plat ventre, en pleine reptation. Et donc, moi je regrette beaucoup parce que Thibaut de Chassé, je l'avais connu au début de mon activité dans les années 2001, 2002, 2003. Je considérais que c'était un garçon prometteur sur le plan du nationalisme. Et puis, progressivement, alors je ne sais pas sous quelles influences, mais je constate qu'il accepte tout et n'importe quoi. Et rappelez-vous, il a fait partie, puisqu'il dirige une librairie qui s'appelle la Librairie Française, il a fait partie de ces librairies catholiques, puisqu'ils se disent catholiques et traditionnalistes en qui plus est, qui ont invité Zemmour à dédicacer ses livres dans le destin français. Voilà ce que c'est que nos milieux. Nos milieux. Mais vous répondrez que plus nous sommes nombreux à droite... Mais nombreux pour faire quoi si chacun tirait à dire qu'il ne tire pas dans la même... Imaginez, bon, du temps des calèches ou des diligences, si vous aviez un attelage, des chevaux qui tiraient à droite et des chevaux qui tiraient à gauche, vous croyez que la carriole aurait avancé? Ben c'est ça. Cette pseudo-union des droites, c'est une... Je m'excuse du terme, c'est une foutaise. L'alliance de contraires ne crée pas une force, mais une annulation de force. Pourquoi croyez-vous que le succès de mes conférences et entretiens, progressivement jusqu'à ce que nous atteignions comme milliers de vues très rapidement à chaque fois? Pourquoi? Parce qu'il y a une cohérence. Et pourquoi croyez-vous que j'ai de plus en plus d'invitations des gens qui, quelques années auparavant, ne voulaient pas entendre parler de moi? Je le dis vraiment sans forfanterie. Parce qu'ils se rendent compte que je suis incontournable. Et qu'il vaut mieux être ami avec moi qu'ennemi. Et je leur dis très calmement. Je ne les ai jamais insultés, contrairement à eux. C'est comme ça, que ça leur plaise, ça leur plaise pas, c'est comme ça. Alors, affaires nationales. Alors, suite au décès du comte de Paris le 21 janvier 2019 dernier, pouvez-vous revenir sur votre avis concernant un futur monarque en France? Bon, je pense que vous connaissez, en tout cas vous, qui êtes très proche de moi, connaissez ma position là-dessus. Je suis pour le principe monarchique. Mais, les principes d'abord, le prince après. Donc, s'il doit y avoir une restauration, elle doit se faire sur les principes, pas sur l'homme. L'homme n'est là que pour incarner les principes. Sinon, on n'en a pas besoin. Sinon, et je pense que c'est ce qui finira par arriver, parce que les deux prétendants sont tellement légers, je dirais, ou tellement peu proches des principes constitutionnels de la France, que je pense que si jamais un jour il devait y avoir une restauration en France, ce serait une nouvelle histoire à la Hugues Capet. Ouais, moi aussi je vois ça comme ça. Un homme qui un jour dit « bon, maintenant ça suffit » et écrit une nouvelle dynastie. Je pense que c'est comme ça que, si ça doit arriver, c'est la seule possibilité, parce que franchement, la descendance de ces deux prétendants et le nombre de monarchistes que je connais, soit orléanistes, soit légitimistes, ils connaissent parfaitement, quand ils m'invitent, ils savent très bien ce que j'en pense, parce que je dis toujours ce que je pense.
ils sont d'accord. Ouais. Ils sont d'accord. Ouais, c'est vrai. Ils sont d'accord. C'est vrai. Pas tous, mais la plupart, en tout cas ceux qui organisent, ils sont d'accord parce qu'ils ont perçu la légèreté de leur candidat. Est-ce que vous pensez qu'il y a un clin d'œil du ciel justement sur ce décès avec cette date du 21 janvier? Un quoi? Un clin d'œil du ciel. Oui, oui. Parce que le comte de Paris meurt un 21 janvier et Louis XVI a été décapité un 21 janvier. C'est possible. D'accord. C'est possible. Alors il y a une chose qui m'a étonné, c'est que je me demande si on n'en a pas parlé dans le dernier entretien, qu'il aurait consacré la France. Oui. Non, c'était un auditeur dans la conférence. Lors de la conférence, un auditeur a A signalé. émis cette idée, oui. Enfin, a rappelé en effet qu'il avait consacré la France. Alors je n'en ai pas trouvé trace. Faudrait T'avais pas redemander à trouvé cette pas. personne qui sera... Ben, je ne me rappelle plus qui c'était. Vous voyez qui c'était? Il était juste à moi, je vois qui c'était. Oui, qui c'était? Ça, j'avoue que j'aimerais bien. Tout est possible, peut-être que Henri de France, sentant sa mort venir, tout de même savoir qu'il a été initié en loge. Quand même. Bah, Louis XVI aussi. Hein? Louis XVI aussi. Louis XVI aussi, bravo, bravo Blandine. Exactement, Louis XVI aussi. Et ses frères aussi. Tout ça, c'est dans mon livre, la maçonnerie, c'est évident. Il dépensait de l'argent, je crois, pour restaurer les synagogues. Également, non? Louis XVI. Henri de France? Non, Louis XVI faisait ça? Louis XVI? Ah, non, Ah, je sais pas. Pardon. Honnêtement, je sais pas. Ah, mais bien, si vous Non, avez je des suis pas données sûre. là-dessus, ça Je m'intéresse. crois que T'es sûr? Non. il y avait des deniers de donner à la restauration des synagogues. Non, c'est pas exclu du tout. Pas exclu du tout. Ce malheureux Louis XVI. Il a une naïveté, mais Il a payé cher. il l'a payé. Asselineau a fait une conférence à Sciences Po Lyon. Avez-vous écouté et qu'en pensez-vous? Non, je ne l'ai pas écouté. La question m'amuse. Ça vous surprend? Quand on sait ce que c'est, quand on sait ce que c'est que Sciences Po, quand on sait ce que c'est, ben c'est normal, il est compatible. Asselineau est un homme du système, c'est encore une fois, c'est la fausse opposition. Parce que bon, c'est bien gentil son Frexit, mais au nom de quoi? Bon, supposons il arrive au pouvoir. Quelle va être sa politique? Celle des grands ancêtres auxquels il se réfère? Celle de Clémenceau? Celle de De Gaulle? Merci. Merci. Non, c'est pas sérieux ça. Donc il est compatible, c'est pour ça qu'il a été invité. Oui, moi non plus, je ne comprenais pas trop la question suivante, mais on va quand même vous la lire. Un ancien communiste est un anticommuniste. Ah non. Qu'est-ce qui unit un ancien communiste Et un anti. Cassel? et un Ouais, anticommuniste? c'est ça. Il y a Le une- point commun, l'islam. Répond TV Liberté. Oui, alors c'est un truc qui nous a été envoyé par un de nos correspondants. En fait, c'est, comment il s'appelle, Cassen, le prénom, je ne me rappelle plus. Non, Hervé Cassen. Non, Hervé. Bon, je parle Cassel, fondateur de Riposte Hervé laïque. et Cassen, c'est la Bernard riposte Anthony. laïque. Ouais, et Bernard Anthony, c'est chrétienté et solidarité. Ouais. Mais aussi le président des étudiants israélites rapatriés d'Algérie, etc. Donc, sioniste, catholique, entre guillemets. Pierre Cassen. Bernard Anthony et sioniste. Bon. Alors, justement, si j'ai bien compris, le sens de cette question que nous a transmis ce correspondant, s'étonnait un petit peu de voir deux individus d'origine apparemment opposés par rapport au communisme se trouver alliés contre l'islam. Et alors, ce que j'ai apprécié, d'après ce que j'en ai vu, c'est que TV Liberté, il disait, oui, le point commun, c'est la lutte contre l'islam. C'est en partie vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette lutte contre l'islam? C'est la défense du sionisme. Ouais. C'est ça qui les unit. Donc la formulation est peut-être pas très claire, mais c'est ça que cela veut dire. Donc voilà. Ils se retrouvent sur le dos de l'islam, sans faire la part entre tel islam et tel islam, parce que c'est compatible avec leur défense du sionisme. Donc, quelles sont les deux entités qui se battent contre l'islam? Un anticommuniste et un pro-communiste, C'est ça. je comprends. Oui, un ancien pro-communiste, Cassem, Oui. et Bernard Anthony, qui était, lui, anticommuniste aussi. Oui, d'accord.
D'accord. Donc un communiste d'un côté, l'autre communiste qui se retrouvent ensemble sur le dos de l'islam. Il y a un pro-communiste Voilà. qui se... Voilà, d'accord. Qui ont comme point commun, en fait, indirectement, la promotion du sionisme sur le dos de l'islam. Exactement. D'accord, ok. Alors, on change, on revient un peu dans les histoires d'ingérence. Que pensez-vous de la visite aux Gilets jaunes en France, la semaine dernière, de Luigi Di Maggio, du parti 5 étoiles italien, donc qui gouverne avec Matteo Salvini? Eh bien, c'est très intéressant ça. D'ailleurs, ça fait du bruit. Ah oui. Ça fait du bruit. On va Avec la République française qui a rapatrié son ambassadeur à Rome. Alors, je trouve ça très intéressant. Je tire mon chapeau à Luigi Di Maio, je crois que c'est Maio, hein, pas Maggio. Maio. Ah, pardon. Oui, c'est ça, pardon, c'est Di Maio, Maio. exact. Oui. Et alors là, petit rappel. Alors, Luigi Di Maio est le dirigeant du mouvement Cinque Stelle, c'est-à-dire 5 étoiles, qui est allié actuellement avec la Ligue du Nord de Matteo Salvini. Et c'est un petit peu une concurrence entre les deux. Chose qu'il faut rappeler, sur laquelle j'avais réagi, je crois, dans le dernier entretien, c'est que Salvini avait cru bon d'aller faire un petit tour en Israël. Encore un, à donner des gages. Mais c'est pas lui qui avait justement souhaité une bonne... je ne sais plus laquelle fête juive, tu sais, il avait souhaité une bonne... Hanouka. Ouais, un truc comme ça vous dit rien? Oui, bien sûr, c'est compatible. Ouais. Et puis c'est lui qui a très gentiment accueilli aussi le curieux personnage de Steve Bannon. Donc sionisme. Voilà, Par contre, Luigi Di Maio, je n'ai pas entendu dire qu'il était allé faire sa petite tournée en Israël. Et il vient faire cette provocation, de rencontrer les gilets jaunes, mais visiblement pas n'importe quel gilet jaune. Ce ne sont pas les gilets jaunes sortis de l'ombre par le pouvoir. Donc là, c'est un acte politique mûrement réfléchi. J'apprécie. Bravo Luigi Di Maio. On verra jusqu'où tout ça ira. Et il se révèle finalement beaucoup plus proche que nous, que Salvini de nous. Alors les médias français disaient justement que c'était une opération pas forcément pour soutenir particulièrement le gilet jaune, enfin oui pourquoi pas, mais surtout pour mettre des bâtons dans les roues à Matteo Salvini. En fait c'était une guéguerre interne. Oui, tout ça il est. Ça il est parce que probablement il y a des désaccords politiques entre eux. Et peut-être que la question du sionisme en est un. Je ne sais pas, mais affaire à suivre, c'est intéressant. Il semble que vous aviez raison lorsque vous disiez de la sincérité de Trump de se retirer de Syrie. Pouvez-vous nous dire où cela en est? Apparemment nulle part. Ils sont toujours pas partis. Alors, je sais, d'après les différentes informations que j'ai pu voir, c'est qu'il était question d'un retrait dans le mois. Puis du mois, on est passé à 4 mois. Et de 4 mois, maintenant, on ne sait plus exactement quand. Et si cela se faisait, ils n'iraient pas très loin. Ils iraient se concentrer sur la frontière irako-syrienne. Alors il faut savoir aussi tout de même que même si Trump était de bonne volonté dans cette histoire-là, il a sur le dos tout le système américain, l'establishment, le Congrès, etc., le Pentagone bien entendu, et puis leur cher allié israélien. Pour Israël, il est hors de question que l'ami américain les abandonne face à cet affreux, méchant Bachar el-Assad et son allié Poutine. Oh my dear. Ouais. Alors, Bruxelles donne 1,8 milliard d'euros au milliardaire Soros via ses ONG pseudo-humanitaires. Votre avis? Alors, j'avoue que j'ai la difficulté à croire à cette information. Parce qu'en général, c'est plutôt Soros qui donne de l'argent pour faire avancer ses plans mondialistes, sionistes. J'avoue que ça me surprend. Je me demande si c'est pas une mauvaise traduction. Ah, mais qui vous aurait donné cette information-là? Je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai eu, je pense pas.
Bon, C'était on en va question. dire que c'est peut-être pas Reçu. Non, On va moi, laisser moi j'y tomber. crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Ça colle pas. Avec ce que l'on sait de Soros, ça colle pas. Ouais, bon, c'est peut-être une fausse info. Mais après, non, il utilise peut-être l'argent de Bruxelles, donc des Européens, Mais comment ça pour fait arriver à sa ces poche ONG. Ces ONG, c'est les ONG qui font le travail Oui, de oui, mais je mondialisme. sais pas. À mon avis, il y a un problème de formulation dans cette information. Non, c'est tout à fait possible que Bruxelles donne de l'argent à des ONG, bon, Pilotées. des ONG appartiennent à Mmh. Soros, mais voilà, qui font... Possible. Je- De Ouais. toute façon, on sait très bien que et l'un et l'autre travaillent contre nous. Donc, L'État de New York aux États-Unis légalise l'avortement au 9e mois. Votre réaction? un crime. Ouais, c'est ça. C'est un crime. C'est un crime. C'est- Parce qu'on peut nous dire, ah, mais le fœtus, c'est pas encore un être humain, etc. Ben, 9 mois, c'est un être humain. Ah ouais, on peut Donc, aller c'est chez un moi. crime. Ouais, c'est Hein? un crime. Donc, mais un jour ou l'autre, on commencera à tuer des tranches d'âge parce qu'il y a trop de monde, parce que ceci, parce que cela. Il y a plus de limite. Je ne vais pas revenir sur le problème des vaccinations, mais je suis persuadé que derrière tout ce qu'il y a de potentiel létal du fait des conséquences des supports des vaccins, il y a une volonté d'éliminer progressivement des tranches de population. Rappelez-vous, au moment de toute le cinéma qu'on nous a fait sur l'épidémie de grippe H1N1, Je me souviens, ouais. on avait publié dans la politique, et j'en avais parlé, je pense, dans des conférences ou des entretiens à l'époque, de textes d'auteurs en anglo-saxons disant qu'il y avait trop de monde dans le monde et qu'il fallait commencer à liquider. Mais textuellement, je pourrais d'ailleurs ressortir ça, éventuellement, vous pouvez me faire une question pour la prochaine fois là-dessus. Il y a une volonté de programmation de réduction des populations. Et pas n'importe lesquelles. La population européenne. Hein? Pas question de liquider les populations africaines. Vous vous souvenez de ce qui était gravé sur Parce la que Georgia j'ai Stone regardé, exactement. Sur Les Georgia Stone, je me souviens plus C'est une exactement. pierre Vous savez sur Oui, laquelle oui, étaient oui, gravées oui. Oui, oui. les instructions pour le... Ouais. Voilà, où justement ils voulaient réduire la population, je sais pas, 500 500 millions, enfin un truc Ouais. du tout quoi. Voilà, bon, je sais pas. Alors, autre question, à l'étranger toujours. Pouvez-vous revenir sur la situation que traverse le Venezuela et le soutien de Macron et Trump à Juan Guaido? Alors, plusieurs choses. Venezuela risque de devenir à nouveau une nouvelle Libye. Là, c'est exactement le même plan, pour les mêmes raisons, les richesses. Le pétrole. Pétrole, mais il n'y a pas que le pétrole. Oui, il n'y a pas que le pétrole, mais pétrole en tout cas, puisque l'on sait aujourd'hui que le Venezuela est le pays au monde qui a les plus grandes réserves de pétrole devant l'Arabie Saoudite. Devant l'Arabie Saoudite, devant les États-Unis et devant la Russie, qui est, je crois, 8e, à peu près. Alors, donc, c'est vraiment une lutte pour mettre la main sur Le sous-sol. le sous-sol. Bon. Et puis, il faut s'appesantir un petit peu sur le personnage de Guaido. Guaido. J'ai une photo de lui en bonne compagnie, 3 individus, tous avec le tablier de peau de cochon. Donc Ah. il est franc-maçon. Donc oui, tout ça c'est compatible. Alors quels sont ceux qui ont tout de suite appuyé les États-Unis? L'Angleterre, qui n'est pas celui qui a commencé Ouais. depuis très longtemps. Macron, qui l'est aussi, on le sait. L'Allemagne, parce que avec Merkel. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a derrière l'affaire du Venezuela. C'est une tentative de révolution, à la fois politique et à la fois économique, pour pouvoir mettre la main sur les richesses du sous-sol du Venezuela. Elle est pilotée depuis l'étranger. Elle est pilotée par les Américains. Les Américains. Donc tout ça, ça va, c'est le bras, vous savez ce que je dis des États-Unis, c'est le bras armé du mondialisme. Parce que Maduro était plutôt dans la descendance de Chavez, Ah, finalement. tout à fait. Maduro et Chavez, c'est très curieux. On a peut-être la difficulté à comprendre ça avec nos lunettes européennes.
Pour moi, il y a un aspect de revanche des peuplades autochtones face à la mainmise européenne avec la conquête espagnole, qui n'a pas eu que de bons aspects quand même. Et puis, du fait de la mainmise américaine qui date déjà de... rappelez-vous, toutes les indépendances ont été des indépendances maçonniques. En Amérique du Sud, toutes les révolutions contre l'Empire catholique d'Espagne ont été des révolutions maçonniques. Les sucres, les bolivars et compagnie. Et donc il y a, à mon avis, une double réaction. Réaction de l'origine de la majorité du peuple de ces pays d'Amérique du Sud, et une réaction contre la mainmise capitaliste des États-Unis. Oui, ils sont très entiers. Alors ça donne un truc bizarre, qui est un espèce de souverainisme pas franchement marxisant, mais tout de même de gauche, qui peut tout de même s'assimiler aussi à une espèce de national-socialisme. C'est très particulier. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir qui est contre ces gens-là, contre Maduro, Chavez et compagnie. L'Amérique sioniste. Donc, je crois que mon analyse n'est pas très très loin de la vérité. Que pensez-vous de cette information de Wikistrike le 26 janvier dernier, selon laquelle un lobbyiste israélien pourrait représenter la France à l'ONU? Je crois que c'est Zimmeré. Zimmeré, je sais pas, j'ai pas son nom. Alors, oui, Je c'est peux Zimmeré, j'ai vu passer ça. C'est un certain Zimmeré, qui fut, il y a quelques années, député socialiste au Parlement européen. Et à l'époque, ils s'étaient fait remarquer par une telle proximité avec la politique israélienne d'Ariel Sharon, un des bourreaux des Palestiniens, François Zimmeré. François Zimmeré, que le Parti socialiste ne l'avait pas représenté aux élections suivantes au Parlement européen. Donc ils avaient estimé que franchement il était trop marqué dans le sens pro-sioniste, dans le sens de l'appui à Ariel Sharon. Et puis ce Zimmeré, si mes souvenirs sont exacts, a commencé à réémerger sous Sarkozy. Ah, comme c'est curieux. Je ne sais plus quel poste il lui a donné. Et puis ça s'est prolongé du temps de Hollande sous Fabius. Ah, comme c'est curieux. Vous observez la compatibilité là. Sous Fabius, qui était la ministre des Affaires étrangères de la République française. Donc voilà. Donc maintenant, avec Macron, il veut imposer ce personnage que l'on sait être archi-sioniste, qui applaudit au crime d'Israël contre les Palestiniens. Voilà, très révélateur. Oui, il va bien représenter la République française. Ah, il va très bien représenter la République, mais pas la France. Non, c'est la dernière question. Concernant les européennes, appelez-vous à voter pour Laurent Wauquiez? J'aurais répondu oui il y a quelques mois encore, mais au vu des différentes prises de position de Wauquiez ces derniers temps, j'avoue que c'est difficile à digérer. Le problème, de toute façon, ça va être un problème tactique. Qu'est-ce que nous voulons? Que Macron se perde. Alors, quelle sera la liste la mieux placée pour empêcher que la liste de la République En Marche ne fasse un relativement bon score? Ça, je n'en sais rien encore. Le Front National? Alors, le Front National, le Rassemblement National, j'avoue que ça transite difficilement. Mais je vous dis, ce sera un vote tactique, hein, pas du tout un vote d'amour. Loin, loin, loin de là, quelle que soit la solution que l'on décide, je dirais pas au dernier moment, mais un petit peu avant. Il y a aussi, en fait, le problème. Celui qui, dans ce panorama politique aujourd'hui, dit de droite au sens très très large, c'est le mieux comporté, c'est incontestablement Dupont-Aignan. Incontestablement. Je ne l'aime pas particulièrement parce qu'il est
gaulliste comme c'est pas possible, bon, alors, passons. Mais dans cette affaire-là, il a très bien critiqué Macron, il n'a pas fait comme et Marine Le Pen et comme Wauquiez, donc on serait tenté de faire voter pour Dupont-Aignan. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit un parti qui puisse rafler le maximum de voix. Alors je ne pense pas qu'il puisse dépasser les 10%. Donc tout ça, ce sera étudié quelques semaines avant les européennes et on décidera à ce moment-là. Je ne peux pas dire autre chose. Mais en tout cas, notre objectif, c'est causer le maximum de tort à la liste de La République En Marche. Très bien, nous verrons ça à ce moment-là. Merci M. Poncart-Dessac. Merci. Très bien. Oui, merci bien. Eh bien, merci à vous. Bon, toujours de bonnes questions, très adaptées à la situation. On avait juste une petite phrase d'excuse pour l'absence de questions-réponses lors de la dernière conférence. Ah oui, d'accord. Un problème technique. Oui, un problème technique, il n'y a pas du tout une mauvaise volonté quelconque, on n'a rien voulu occulter, mais il y a un problème technique. Et je pense qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Donc on est en plein changement de locaux pour les conférences et entretiens. On verra la prochaine. On s'adapte. Voilà. Et tout. Et on continue. Et on continue, bien entendu. Voilà. Merci M. Poncart. Merci. Merci Diane, merci Blandine, et puis À la prochaine fois. à la prochaine et à cet après-midi. Oui.